Ça Si marche. on peut- Ouais, ça marche, hein. Alors aujourd'hui, pour les séminaires épistémologie des sciences du langage, nous avons la chance de pouvoir entendre Anne Lacheret du jour, hein, qui est professeure à l'université Paris-Nanterre, hein, membre du laboratoire Modico, et qui est une grande spécialiste donc de prosodie. Euh, je n'en donnerai qu'un exemple. C'est son ouvrage bien connu qui s'appelle Rhapsodie, où Anne, en fait, a proposé une synthèse syntaxe prosodie sur le français parlé. Donc, Anne, je te donne la parole et tu préfères qu'on t'interrompe en cours de communication ou qu'on garde toutes les questions pour la fin? Il n'y a aucun problème, on est très peu nombreux, donc c'est pas du tout un problème d'interagir en temps direct. D'accord. En direct, ça c'est plus convivial. Donc, merci Béatrice de m'avoir proposé de faire le point. Justement, ça m'a permis de faire le point un petit peu sur tout ça du point de vue de la prosodie. Alors, l'ouvrage dont tu parles, c'est pas, je suis pas seule, hein, c'est un ouvrage édité avec Paola Oui. Pietrandrea et Sylvain Cagne, il y a pas mal d'auteurs. Mais effectivement, tu as raison d'en parler parce que c'est un peu sur ce travail-là, donc cette ANR Rhapsody qu'on a travaillé de 2008 à 2012, que je me suis fondée notamment sur les exemples que je vais vous donner. Mm. Alors, je vais vous donner des exemples qui sont écrits évidemment, mais comme justement on n'est pas nombreux, on a le temps sans doute. À la fin, on pourra, si vous le voulez, écouter, si vous êtes comme Saint Thomas, ce que je raconte à travers des exemples tirés du corpus. Je pourrais très bien aller en chercher et les écouter. Donc l'idée, effectivement, c'est d'appréhender la notion de modèle à travers mes travaux que j'ai faits sur la prosodie. Alors la prosodie du français parlé et la question de savoir, quand on a une approche modélisatrice, comment on essaye d'aligner les formes qu'on essaye de modéliser aux fonctions et en particulier les fonctions communicatives, pragmatiques. Alors, euh, ah, alors, je vais essayer. Voilà, ok. Donc, le programme que je vous propose est le suivant. Dans un premier temps, je vais appréhender le concept de modèle dans le cadre des travaux en prosodie et en particulier poser les questions, les interrogations qu'on peut avoir quand on veut modéliser la composante sonore du langage dans sa dimension prosodique. Donc, la question, c'est de savoir finalement quels sont les ingrédients qu'on va prendre pour le modèle. Et notamment quel est le statut de la syntaxe dans ce modèle. Ensuite, je ferai une introduction rapide sur le type de stratégie qu'on peut aborder, qu'on peut avoir quand on souhaite modéliser la prosodie des langues. Et je me focaliserai plus spécifiquement sur ce que j'ai fait moi, donc une modélisation bottom-up qui cherche à faire émerger des formes à partir de l'analyse du signal de parole pour ensuite essayer de comprendre comment ces formes se répondent à des fonctions linguistiques peut-être et communicatives certainement. Je, je présenterai, donc je résumerai les propriétés du modèle proposé et ensuite je me focaliserai, parce qu'évidemment je ne peux pas parler de tout, sur un des aspects du modèle, c'est-à-dire la segmentation en unités intonatives majeures que j'ai appelées les périodes intonatives. Donc c'est ce que je considère comme les unités de base de segmentation du discours avant qu'on puisse finalement aller un petit peu plus loin dans une granularité plus fine. Et du coup, je rebondirai sur les questions d'intonosyntaxe, c'est-à-dire les différents types d'appariements entre forme intonative et forme syntaxique. Et j'essaierai de montrer comment ces questions peuvent trouver un éclairage intéressant si on les lie à la question des genres de discours. Et j'illustrerai tout ça enfin à partir du corpus d'exemples tiré justement du corpus Rhapsody. Alors, le concept de modèle en prosodie, je vais essayer, là, faut que j'arrive à voir mon... Voilà. Euh,
bon, moi, je conçois un modèle comme une représentation simple, stylisée, d'une certaine réalité complexe qu'il résume en un jeu de règles et de propriétés. Alors, pour ce qui est de la prosodie, alors j'essaye d'avancer. Pourquoi il ne veut pas faire ça? Excusez-moi. Hein, oh, ok, bizarre. Alors, en fait, complexe, pourquoi? Parce qu'il s'agit de modéliser d'abord des processus. Processus en termes de production, comment un locuteur construit la structure prosodique de son message par des phrasés, hein, il phrase son message en un ensemble de groupes, et également par des saillances, il va mettre en relief certains segments qui vont apparaître comme des figures sur un fond sonore. Et puis, processus aussi en termes de perception, et c'est ça qui va m'intéresser surtout, de perception et de compréhension, comment justement l'auditeur traite cette structure, comment il la reconstruit et comment il l'interprète finalement. Complexe aussi parce qu'il s'agit, on ne part pas de rien, il s'agit aussi de voir ce qui a pu être proposé par la théorie ou les théories qui ont proposé donc des représentations abstraites. Donc finalement, deux questions. Comment le phonéticien, le phonologue, le linguiste propose de décrire cette structure? Qu'est-ce qu'on peut sortir de tout ça? Et puis, deuxième question, pourquoi il fait tel ou tel choix? Est-ce que ce sont des motivations purement descriptives? Est-ce qu'elles ont un statut explicatif, voire cognitif? Autrement dit, certaines analyses prétendent à la plausibilité cognitive. Alors, qu'en est-il en pratique? Donc, dans tout ça, qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce qu'on va extraire pour construire le modèle? Donc, l'idée, évidemment, sur laquelle je vais m'appuyer fortement, c'est qu'un modèle part de l'observation des données. Donc, de ce point de vue-là, l'argument empirique est très fort, on ne part pas de nulle part, et des données de français plutôt de la parole ordinaire. Voilà. Donc, en résumé, un modèle prosodique est une caractérisation explicite de processus implicites utilisés par les interactants, donc les locuteurs, les auditeurs, pour l'encodage et le décodage de la structure prosodique du message. Une représentation simplifiée de ces processus qui permet, à partir de l'observation d'un jeu de données, des généralisations formelles et interprétatives sur de nouvelles données. Alors, concernant la généralisation formelle, l'idée, c'est d'avoir un modèle implémentable. Donc, on va pouvoir faire un système informatique qui, pour tout corpus brut en entrée du système, doit générer automatiquement sa structure prosodique et la visualiser. Donc ça, c'est à partir de finalement d'analyse de corpus. Hein, on a dégagé un ensemble de règles qu'on va implémenter et on va faire tourner le modèle. Une généralisation interprétative également. Toutes les unités générées en sortie doivent pouvoir faire l'objet d'une interprétation ou d'une justification fonctionnelle. Donc on verra aussi les limites, enfin, jusqu'où on a pu aller dans cette étape-là. Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément, vous n'êtes pas, d'après ce que je vois, tous spécialistes de prosodie, vous avez une vague idée, mais donc l'idée, c'est que quand on travaille sur la dimension sonore du langage, il y a deux niveaux. Un niveau segmental, phonématique, donc les phonèmes, une chaîne de phonèmes qui est finalement discrétisable, hein. Et puis un niveau suprasegmental prosodique qui, lui, a la particularité d'être continu. Pourquoi? Bon, si on voit au 442, il nous dit une chose intéressante, mais en même temps assez vague, est suprasegmental tout phénomène sonore qui s'étend au-delà du phonème. Donc la question, c'est de savoir, et c'est une question très complexe, qu'est-ce que signifie au-delà? Donc les réponses, elles peuvent être typologiques. On a des langues qui ont une prosodie lexicale, donc c'est un paramètre spécifique. Et par contre, toutes les langues ont une prosodie post-lexicale, donc au-delà du mot. Hein. On parlera d'intonation dans ce cas-là. Et ça, c'est un paramètre universel. Mais la question, donc c'est le paramètre universel, mais la question de savoir comment ça s'implémente dans les langues, et notamment si elles ont ou non une prosodie lexicale,
Ça, c'est une question qui reste assez ouverte quand même. Et donc la réponse est aussi une réponse théorique, c'est à l'interface de l'intonation, de la syntaxe et du discours. Autrement dit, quels vont être les domaines de projection, pour formuler les choses autrement, des unités prosodiques. Alors, pour préciser un peu les choses au niveau lexical, vous avez des langues à tons, donc on peut avoir dans certaines langues, pour les mots, un ou plusieurs tons, et puis des langues à accent où on a toujours et au plus un accent dans chaque mot. En français contemporain, parce que ça n'a pas toujours été le cas, on n'a pas de prosodie lexicale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, tous les mots lexicaux peuvent recevoir un accent, mais dans les faits, ils n'en reçoivent pas tous. Et ça va justement dépendre d'un ensemble de contraintes d'un autre niveau, n'est pas un niveau phonologique. Et donc, on arrive au niveau post-lexical, au-delà du mot. On peut avoir une intonation de groupe, de phrase, d'énoncé. Alors, les groupes, bah, c'est quoi? C'est pas forcément évident à définir. Est-ce que c'est des syntagmes? Syntagmes, donc des unités syntaxiques. On en reparlera. Est-ce que ce sont des phrases? Bah, la notion de phrase à l'oral, on sait que c'est une notion très problématique. Est-ce que c'est des énoncés? Bref, là, c'est une zone de flou où on n'est pas tous, on n'a pas tous la même manière d'appréhender l'objet. Alors, les questions maintenant qui se posent sur le plan formel. Donc, on a un continuum sonore, un signal de parole en entrée, qu'on va segmenter en chaîne, encore une fois, linéaire de phonèmes. Et puis, la deuxième couche, c'est une chaîne composée de différentes unités intonatives qui ont la particularité d'être hiérarchisées, les phonèmes ne le sont pas, et de longueur et de statut aussi variables. Donc c'est ça toute la complexité. Comment modéliser la hiérarchie dans la linéarité. Donc en pratique, 4 questions. Première question concernant la linéarité, eh bien, comment repérer l'étendue et la nature des unités mises en jeu? En gros, où est-ce qu'on coupe et comment on coupe? Hein. Une fois qu'on a coupé et qu'on a repéré des unités, comment capter les propriétés intonatives internes de ces unités en termes de patrons intonatifs? On parle aussi de contours prosodiques, de contours mélodiques. Troisième question concernant la hiérarchie de la structure qu'on va représenter, comment on la dérive? Quelles sont ses particularités? Et ça, c'est lié à la quatrième question, donc une structure à la fois linéaire et hiérarchique. Quels sont les liens en fait? Et ça a fait l'objet d'une vaste littérature qu'on peut repérer entre la structure prosodique et syntaxique d'un énoncé, en sachant que la structure syntaxique a une particularité, elle est récursive, et la structure prosodique ne l'est pas. Autrement dit, est-ce que les unités syntaxiques sont des domaines de projection pour mettre en place la structure prosodique? Alors, encore une fois, ces questions sont d'autant plus complexes qu'il s'agit de travailler avec une matière continue et non discrète. Alors, je vais vous présenter rapidement deux aspects. Hein. Je ne parlerai pas de tout, mais là, donc, comme introduction, et puis après, je focaliserai sur un point précis. D'abord, la question des propriétés intonatives internes des unités. Donc, on a un continuum sonore. Par exemple, ici, je vous ai donné un extrait qui est le suivant, après ma visite à l'Andovisio, un début d'énoncé. Cet énoncé, eh bien, est-ce que prosodiquement, il forme une unité intonative qui est caractérisable en termes de contours intonatifs? Vous voyez que donc, ce qu'on voit ici, c'est donc les variations de la S0 au cours du temps avec des saillances plus ou moins importantes à différents endroits d'énoncé. Vous voyez des points verts là, notamment. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce que c'est des indices? Est-ce que, dont on pose l'hypothèse que l'auditeur les utilise pour segmenter
cette séquence. Alors, on peut, par exemple, avoir un premier segment après ma visite, avec une saillance ici, et puis un deuxième à l'endovisio. On peut, donc tout ça, ça peut former, on peut se dire, voilà, ça c'est des unités, et on va les décrire en termes de contours intonatifs. Et vous voyez en haut donc la notation hein, faite par l'analyste. Donc vous avez les syllabes, les types de pronuance perçus, bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Et ce qui m'intéresse ici, c'est donc les annotations tonales. Donc on peut annoter les propriétés tonales de chaque syllabe. Donc ça a été fait automatiquement par le modèle. Mais on peut également décider que, et ça c'est assez spécifique à l'approche, en général dans les approches standards, c'est la syllabe qui est l'unité de traitement, mais on peut dire bah, finalement des segments plus larges, et il faut avoir des bonnes raisons de le dire, peuvent aussi être des unités dont on va pouvoir représenter les propriétés intonatives internes. Par exemple, après ma visite, vous voyez que je vais vous expliquer hein, ce que veulent dire ces symboles pour quelques exemples. Donc, vous voyez, là, c'est une autre unité d'un autre rampant. Donc, c'est ça aussi la complexité. On a des unités qui se superposent, en fait, une approche superpositionnelle. Et puis, à l'endovisio. Et donc, ce qu'on note ici, par exemple, pour après ma visite, ce que vous avez là, L, L, H, H3, bon, je ne suis pas rentrée dans les détails de la notation, mais ça dit simplement, voilà, on a un contour qui commence dans un niveau grave, qui finit dans un niveau aigu, et pour lequel il y a une saillance mélodique un peu quasiment interne, mais à la fin de l'unité. Et puis, on peut avoir ici aussi une autre représentation. Et on peut considérer que ça, c'est deux unités indonatives, mais qu'il y en a une autre qui est finalement toute la phrase, tout le segment, après ma visite à l'endovisio. Ça, c'est un segment qui fait l'objet d'un contour intonatif et qu'on va pouvoir décrire en termes tonal, qui commence par un ton L et qui finit par un ton H. Alors, bah, la question, c'est de savoir pourquoi on fait ça. Donc, le modèle, il a quand même un objectif. Est-ce qu'il s'agit de simplement avoir, par exemple, une approche phonologique où là, on va s'intéresser strictement aux syllabes? Est-ce qu'il s'agit de catégoriser des contours pour mieux comprendre l'interface entre intonation et syntaxe? Ou encore, est-ce qu'il s'agit, ce qui a été le cas dans le travail qu'on a fait ici, de faire un modèle pour la synthèse de la parole, c'est-à-dire de simuler les contours perçus par l'interlocuteur pour les reproduire dans un système de synthèse. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que finalement, les objectifs de l'étude vont euh, orienter les choix qu'on va faire. Et de même qu'il n'y a pas de corpus omnibus, il n'y a pas d'annotation omnibus, on va faire la notation en fonction, et donc la modélisation, je pense, en fonction des objectifs d'analyse qui sont les nôtres. Voilà. Donc nous, en tout cas, l'idée, c'était de proposer un modèle superpositionnel qui permette de catégoriser différents types de contours sur des unités fonctionnelles, quelles qu'elles soient, syntaxiques, informationnelles, etc. Donc libre, l'intérêt du modèle qu'on a implémenté, c'est que l'utilisateur, et donc la place de l'utilisateur est fondamentale, fait ses choix et a la possibilité de le faire en fonction des analyses qu'il veut conduire. Excuse-moi, Anne. Oui. Une toute petite question pour être sûr de bien comprendre. Euh, donc, le bas, enfin, ce que j'appelle les courbes, là, modélisent la première ligne, là. Et je ne comprends pas pourquoi, du coup, il y a un blanc, puisque tu as fait visita, comme il y avait un, comment dire, un enchaînement direct. C'est pas après ma visite à l'endovisio, mais le schéma modélise après ma visite à, tu vois, sans. Je ne suis pas sûre de comprendre ta question. Tu Tu parles de... comprends pas? Ben, je comprends pas pourquoi au niveau de la courbe, il y a une rupture, si tu veux, Ah, alors que quand tu le réécris dans euh, tout en haut, là, tu fais ta, tu fais pas visite, et puis plus loin, a, machin. alors, je ne sais pas, tu me dis si je réponds à ta question. Donc, Ouais. C'est vraiment une question de alors, je crois qu'il y a deux questions. personne pas habituée à. Oui, bien sûr. Il me semble qu'il y a deux questions dans ta question. Tu me dis si je me trompe.
D'abord, la question des enchaînements phonologiques. En français, c'est une langue cursus, mais bon, on a ça aussi dans plein de langues. Donc, c'est pas ma visite et A. On enchaîne donc avec une structure CV-CV, donc ma visie, et puis ta, hein, l'audiovisuel. D'accord? C'est parce Ça, que tu l'as pas lu comme ça. Si tu l'avais lu comme ça m'aurait pas trop gêné. Tu as fait après ma visite à ah l'endovisio. non, 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 mais après, ça, c'est une chose. C'est que, Ouais, effectivement, c'est-à-dire que lui, il va faire un groupement après ma visite, si tu veux, moi, après ma visite, t'as l'endovisio. La proéminence, on l'entend sur le i, d'accord? On l'entend, d'accord. Oui, voilà. d'accord, je comprends. Alors, Oui. pourquoi tu as un blanc ici? Bah, ça, c'est Oui. lié à la structure du phonème, c'est une occlusive sourde, donc t'as pas de voisement. D'accord? Ok, ouais, ça va. Et la question que tu poses est pertinente, hein, parce qu'on a eu beaucoup de mal face à ces problèmes de segmentation où finalement, du point de vue du mot, du point de vue graphémique, parce que c'est toujours une correspondance entre graphème et phonème, du point de vue graphémique du mot graphémique, c'est bien visite, mais le mot phonologique, c'est visite, d'accord? Et le te est rattaché à la syllabe qui suit. J'espère. Merci. Ah oui, oui, j'ai compris. OK. Il y a d'autres questions sur cette figure? Donc voilà, l'idée ici, c'est de dire qu'on propose une approche superpositionnelle des contours qui sont toujours. Et donc, je reviendrai sur cette notion de dynamique, mais c'est un modèle dynamique aussi pour ça. Et encore une fois, l'utilisateur choisit la manière, les unités qu'il veut analyser. C'est pas préconstruit, très fixé par la théorie. Alors ça, c'était pour les propriétés internes. Mais avant de parler des propriétés internes des unités, eh bien, il faut avoir segmenté en unités prosodiques. Il faut donc avoir généré la structure prosodique. Alors, les chercheurs sont tous relativement d'accord pour dire qu'en gros, on a un texte donné en entrée qui va se décomposer en unités prosodiques majeures. Alors, la terminologie diffère selon les écoles, mais bon, appelons-les unités prosodiques majeures ou unités intonatives majeures qui sont de longueur variable, c'est ce que j'ai exprimé par les différences de rectangles là. Et puis ces unités, elles vont se décomposer en groupes qu'on appelle groupes intonatifs, qui sont également de longueur variable en fonction des indices qu'on a. Pour le français, ça sera essentiellement des proéminences accentuelles terminales. Ces groupes intonatifs se décomposent à leur tour en groupes rythmiques, qui se décomposent en pied-métrique. Je vous fais grâce de tout cet aspect-là, d'autant que moi, ce qui va m'intéresser, c'est le point d'entrée, c'est-à-dire la décomposition en unités prosodiques ou en unités intonatives majeures. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quelles sont les propositions qui ont été faites pour dériver cette structure? Alors, on a une approche qui est l'approche la plus répandue, l'approche top-down. Il s'agit de partir des contraintes imposées par le système linguistique. Autrement dit, très concrètement, la structure prosodique ou la structure intonative dérive au moins partiellement de la structure syntaxique. Donc, elle est contrainte par la structure syntaxique. On peut résumer ça en deux principes, un principe de connexité d'une part, un principe de cohésion d'autre part. Le principe de connexité est le suivant, deux éléments non connexes syntaxiquement, c'est-à-dire non liés par une relation de dépendance, ne peuvent pas être groupés dans la même unité intonative. Et puis un principe de cohésion inverse, deux éléments très cohésifs syntaxiquement ne peuvent pas être segmentés en deux unités intonatives. On ne peut pas avoir de frontière intonative marquée par exemple par un contour mélodique très saillant et on ne peut pas avoir de pause. Par exemple, là j'ai pris un exemple, à chaque fois, la plupart du temps c'est des exemples de rhapsodie, hein. Vous ne pourrez jamais avoir, c'est représenté par l'étoile, j'ai commencé par travailler comme médecin de campagne à un endroit. Ça, c'est pas possible puisque deux campagnes à un endroit ne sont pas connexes. Et vous aurez donc, par contre, la sortie suivante possible. J'ai commencé par travailler comme médecin de campagne à un endroit. Ça, c'est correct.
ça suit les principes de connexité et de cohésion. Voilà pour l'approche top-down. Donc vraiment, on part de la syntaxe, on a un arbre syntaxique et on dérive des unités intonatives, on dérive un arbre intonatif et il doit être non pas isomorphe, mais équivalent quand même à l'arbre syntaxique. Et puis, on a une approche bottom-up, qui est donc la mienne, où il s'agit de privilégier l'approche perceptive. Donc l'idée, c'est de dire que l'auditeur reçoit un signal de parole continu, hein, ce que vous faites là, qu'il transforme en un matériel sonore structuré et interprétable en se basant sur deux indices majeurs. D'une part, la perception des proéminences accentuelles de saillance variable. Quand vous m'entendez, là, vous voyez qu'il y a des endroits où j'entendais des syllabes plus proéminentes que d'autres. Hein. Et puis, la perception de frontières entre segments qui sont de degrés variables également. Vous entendez des coupures plus ou moins fortes. Alors, l'idée dans ce type de modèle, c'est qu'il n'y a pas d'a priori sur d'éventuelles contraintes syntaxiques sous-jacentes. Ce que je propose, c'est de dire que la prosodie et la syntaxe sont deux modules collaboratifs qui répondent à des contraintes communicatives. Autrement dit, s'il y a des relations entre la syntaxe et la prosodie, il y en a, elles sont contingentes du point de vue du système, elles ne sont pas obligatoires. Elles sont là, et on le verra avec des exemples, pour répondre à des contraintes plus fondamentales qui sont finalement de construire du sens en contexte. Voilà. Alors, quels sont les principes de ce modèle? Donc, je vous dis, l'idée importante, c'est de simuler le traitement de l'auditeur. Qu'est-ce que fait l'auditeur quand il traite un texte? Concrètement, quelle est la nature des proéminences accentuelles et des frontières perçues? Où est-ce qu'on perçoit des proéminences? Quelle est leur distribution? Quelle est la force de ces proéminences? En sachant que là aussi, c'est complexe parce qu'on n'a pas une syllabe proéminente ou non. On a des degrés de proéminence, on a donc des accentuations plus ou moins fortes. Et il faut arriver à modéliser cette dimension continue. On n'y est pas encore complètement arrivé. Hein. Et de la même façon, quelle est la force de la frontière qu'on perçoit? Est-ce que les unités contiguës est-ce qu'on sent quand même un lien entre ces unités, une rupture au contraire extrêmement forte? Est-ce qu'on ne sait pas trop? Enfin bon, voilà. Pareil. Donc là aussi, ça explique pourquoi tout ça est continu. Et puis aussi, alors ça c'est très spécifique au français, quelles sont les relations entre les proéminences accentuelles terminales d'unité et les frontières perçues. Autrement dit, dans quelle mesure les proéminences terminales sont des indices de frontières entre segments. Et donc voilà, on a des frontières, on n'en a pas, et la force de la proéminence est-elle un indice du degré de frontière. Alors, pour essayer de répondre à ces questions-là aussi, on va regarder très spécifiquement, donc on va mettre en relation le traitement perceptif et les corrélats acoustiques hein, de ce traitement. Donc, on va regarder les variations de la fréquence fondamentale, de la durée, voire de l'intensité, voire encore de la qualité vocale, donc le timbre de la voix. Pour ma part, je me suis focalisée sur les questions des variations de la mélodie au cours du temps. Donc, c'est la fréquence fondamentale, la F0 et la durée. Alors, l'idée, c'est quand même de dire que ces phénomènes sont intéressants, ces variations formelles sont intéressantes parce qu'elles répondent à une fonction ou à des fonctions particulières. Alors, quel type de fonction? Une fonction linguistique, lexicale, syntaxique. Même si en français, l'accent lexical n'est pas obligatoire, il n'empêche que percevoir des accents dans la chaîne peut nous permettre d'isoler des mots. Et c'est bien d'ailleurs ce que fait le bébé quand il apprend la langue. Il n'a pas encore accès ni au lexique, encore moins à la syntaxe, et il va utiliser ses proéminences pour trouver des unités fonctionnelles. Donc, isoler des mots, des syntagmes, pourquoi pas, des phrases, pourquoi pas également.
Donc ça, c'est le niveau linguistique. Et puis le niveau communicatif, donc fonction pragmatique, fonction communicative, isoler les différentes composantes de la structure informationnelle. Donc il y a une pléthore de littérature là-dessus, le topic, le focus, les parenthèses, etc. Pourquoi pas segmenter en actes de langage et également donner une valeur sémantique aux actes. Là, je renvoie aux travaux en particulier qui sont assez uniques en leur genre de Cresti et Moneglia en Italie sur donc la théorie en actes sur les relations entre actes de langage et intonation. Alors, pour moi, la vraie difficulté, et tout le monde ne partage pas ce point de vue, c'est que les unités qui émergent n'ont pas de signification a priori, hein, les unités prosodiques. Mais elles ne prennent leur signification que dans le rapport qu'elles entretiennent avec les autres éléments de la structure. Autrement dit, les unités intonatives ne sont pas excusez pas, j'ai cafouillé, là, ne sont pas, sont des signes, donc ne sont pas, il faut lire, des signes assimilables à des morphèmes, hein. Elles ne prennent leur sens que dans les relations qu'elles entretiennent les unes avec les autres, dans un contexte particulier, hein. Donc là encore, c'est toujours une lecture dynamique des formes. Et ce contexte, ah oui, Florence, t'as levé la main? Je t'entends pas. Je finis et puis je te laisse parler. Okay. Dans un contexte particulier. Alors, ce contexte, c'est le contexte discursif, bien sûr, je reviendrai, mais c'est également le cotexte et donc la distribution de l'unité dans la phrase. Oui, dis-moi, Florence. Oui, non, mais en fait, j'ai plein de questions. Quand tu dis que ce point de vue-là n'est pas un point de vue partagé, ça veut dire que tu te distingues de qui pense quoi? Eh bien, par exemple, je pense aux travaux notamment de Marandin Mhm. et puis de collègues d'Aix-en-Provence, une collègue, Christelle Porte, qui a fait sa thèse là-dessus et qui part du principe qu'il y a des morphèmes qui ont une valeur. Et donc, il y a eu un grand débat, là, c'est d'un point de vue épistémologique, hein, où finalement, pendant très longtemps, les linguistes ont considéré, Martinet en tête, que la prosodie ne faisait pas partie du domaine d'analyse de la linguistique parce que justement, elle ne s'organisait pas enfin, il n'y avait pas de double articulation du langage, il n'y avait pas de structuration syntagmatique, paradigmatique et qu'on ne pouvait pas isoler des morphèmes. Et finalement, donc, des chercheurs comme Christelle Porte sont partis du principe qu'au contraire, on a une valeur noyau de base et à partir de laquelle on peut travailler. Alors typiquement, un contour montant, un contour descendant. Donc un contour montant, typiquement, bah, ça va être une phrase interrogative, un contour descendant, une phrase affirmative. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas vu grand-chose. Et puis très vite, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué. Mais je pense surtout à ce type d'approche dans une perspective finalement qui a été c'est de travailler dans une perspective très générativiste. Voilà. D'accord. Donc, parce que moi, je connais les travaux des morphologues qui ont démonté, en fait la théorie de la morphologie à base de morphèmes sur la base du fait qu'en effet, on avait des accents, des tons, etc., qui pouvaient avoir des valeurs morphologiques. Ah oui, mais ça, c'est dans certaines langues. Oui, On dans est bien certaines langues. d'accord. Oui, oui. Moi, je parle du français. Pour le Oui, français, oui. Là, tu parles, mais oui, oui, oui. hein. Mais donc, en fait, dans ton approche, tu renies pas ça non plus. Ah ben, je parle de la prosodie du français, mais il est bien évident qu'en phonologie tonale, on a de bonnes raisons pour certaines langues. Et là, nous, on travaille, ben, comme tu le sais, avec Emmett sur la prosodie du nigérian créole, Mm. pidgin nigérian, ou créole, je ne sais pas. Et on peut parler de morphologie, tout à fait, Ouais, hein. ouais, Il d'accord. faut faire attention. Enfin, je crois que la grosse erreur qui a été faite, c'est qu'on s'est dit que ces travaux qui avaient été faits pour des langues où il était tout à fait pertinent de partir d'une approche morphologique étaient transférables à des langues où ça ne l'est pas, hein. Et on a construit artificiellement des objets qui n'existent pas. Voilà. D'accord. OK. Et Merci. donc ça pose une question très intéressante et que je me pose dans l'autre sens, c'est la question de la transférence
l'interopérabilité des modèles, l'universalité des modèles. Voilà. J'ai répondu? Ouais, merci. Laisse Nicolas? la parole à Nicolas. Ouais. Oui, moi, moi aussi, j'ai une question, mais c'est plutôt, je crois que c'est lié à la première question de Florence. Du coup, tu penses que donc les unités intonatives en français ne sont pas des signes assimilables à des morphèmes, d'accord? Ça, je l'entends. Mais tu penses que ces unités intonatives font quand même partie du système, donc elles sont partie du système, mais elles ne sont pas morphémiques. Elle est compliquée ta question. Qu'est-ce que ça veut dire faire partie du système? Et ben, Elles sont représentables formellement, hein, et on peut dégager une structure prosodique. oui, donc elles font partie du système, non? Enfin, elles sont en lien avec la structure syntaxique ou Ça, avec une. on va en reparler justement. Ah, ok. Je vais essayer de montrer un peu les Non, limites. non, je me mettais, là, je faisais plutôt saussurien hein, dans la mesure, mais je crois que toi, tu as mentionné Martinet, je crois que je connais moins Martinet que Saussure, mais non, Florence l'a mentionné peut-être. Mais euh, en gros, tu leur donnes quand même un rôle. Voilà, c'est ça plutôt ma Ouais, question. une fonction, oui. Une fonction. OK. Bien Ah, sûr. OK. Bah alors, j'attends le reste de l'exposé. Ouais, ouais, bien sûr. OK. Bon, après, j'ai une autre question, mais ça viendra peut-être avec ce que tu vas dire plus tard. Merci. D'accord. OK. Bah oui, j'ai un truc qui a bugué là. OK, donc ça, j'ai. Donc, les propriétés du modèle, donc c'est un modèle inductif, bottom-up, corpus-driven. Je vais expliquer hein, ces notions, hein, ça fait un peu mal, là, c'est balancé comme ça, c'est un peu violent, qui s'oppose au modèle standard, hypothético-déductif, corpus-based. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que c'est un modèle inductif, on a évidemment des intuitions hein, sur ce qu'on cherche, mais disons que ça ne va pas tellement plus loin. On part du signal de parole et on monte et on va construire nos hypothèses à partir des observations, des phénomènes qu'on observe sur les corpus. Donc, c'est conduit par les données, d'accord? Et les modèles standards qui sont inscrits clairement dans l'approche de la phonologie générative, au contraire, on part d'hypothèses très précises, notamment sur le lien extrêmement étroit et sur les contraintes syntaxiques fortes sur la dérivation de la prosodie, et on va aller tester ces hypothèses sur un corpus. Donc, c'est basé sur les corpus. J'espère que je suis claire. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose de fondamentalement différent. C'est une modélisation dynamique, puisqu'on va surtout s'intéresser à la plasticité des formes prosodiques perçues et aux paramètres qui les actualisent donc dans un contexte donné. Donc dynamique, pourquoi? Parce que du point de vue de la phonétique, il y a une grande souplesse dans l'analyse des paramètres, je l'ai montré tout à l'heure, et du point de vue de l'interprétation, on va prendre en compte le paramètre, notamment type de texte, genre, et on pourrait sans doute aller plus loin dans la démarche. Donc concrètement, le modèle doit pouvoir prendre en compte le fait que les paramètres phonétiques qui actualise les marqueurs prosodiques s'instancie de façon variable dans la substance selon les locuteurs. Donc là, on est dans le domaine de la variation individuelle et ça s'explique très bien. On n'a pas tous la même manière de parler et même la même manière de parler selon le contexte dans lequel on parle. Certains locuteurs vont surtout manipuler la durée, d'autres beaucoup plus ont plus envie de travailler avec la fréquence fondamentale, les variations de la hauteur de la voix, etc. Bon, c'est très, très variable. Et puis, ça doit pouvoir rendre compte aussi des variations prosodiques observées selon le contexte d'énonciation, les genres et les textes. Et donc là, je parle de variations situationnelles. Et ça permet d'expliquer simplement des phénomènes a priori alors non canoniques du point de vue d'une espèce de grammaire standard idéale, si on ne tient pas compte de ce type de variation. On verra qu'une structure prosodique très peu fréquente dans un genre ou pas acceptable du point de vue du point de vue de la théorie classique, du point de vue de la norme, peut être convoquée par un autre genre de manière extrêmement naturelle. Donc l'idée,
c'est de dire que les variations observées ne sont pas aléatoires, mais qu'il existe des constructions préférées selon les genres et les types de textes, et c'est ce qu'on a aussi envie de modéliser. Excuse-moi, attends. Oui. Ah oui, je ne savais pas si j'avais mon micro. Donc, ça veut dire que tu as toujours des modèles en synchronie, hein? C'est le français parlé contemporain. Et du coup, si tu devais faire un modèle pour le français, je ne sais pas moi, du début du 19e, ça serait un autre modèle complètement différent, ou Ah, celui que tu fais là serait applicable? Et est-ce que tu peux passer comme ça de modèle en modèle, tu vois, pour rendre compte de l'évolution en diachronie? alors, un modèle pas complètement différent, certainement pas, mais un modèle différent, oui, avec des paramètres qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Effectivement, c'est un peu une utopie, mais c'est pareil pour la dimension typologique, un peu une utopie de penser que ce que tu disais tout à l'heure, qu'il y a une transférabilité comme ça d'une langue à une autre ou comme d'un état de langue à un autre. Il y a des ajustements qui doivent se faire. Ça, c'est naturel, comme on fait finalement pour les autres niveaux d'analyse. Donc, euh, donc Mais voilà. tu es d'accord que ces changements se font de façon progressive? Les changements diachroniques, Oui, en diachronie. ah bah certainement, oui, oui, c'est Et extrêmement. du coup, c'est pour ça que je te demandais si tu avais la possibilité dans ton modèle de marquer une possibilité d'évolution ou de, tu vois, de faire le lien entre deux états vus Alors, aussi en synchronie. alors, je vais te répondre. On a le cadre informatique pour le faire. On n'a jamais travaillé sur la dimension diachronique, d'accord? Mais par contre, on a travaillé sur la dimension typologique. Alors ça, je pourrais vous montrer, le logiciel Analore. Si on a le temps. Mais oui, c'est possible. Encore une fois, c'est l'utilisateur qui choisit de rentrer ses paramètres, d'accord? Mm. Donc, en fonction des paramètres que tu rentres, le système va. Donc, autrement dit, on a les moyens avec ce modèle de gérer la variabilité. D'accord? Alors, par exemple, on a essayé, moi, très, très naïvement, je pensais que ce que j'avais développé en ce qui concerne la segmentation en période et la notation automatique des prominences accentuelles. Ben, quand j'ai commencé à travailler sur le Nadja, je me suis dit, ben, on va utiliser le modèle du français et puis c'est bon. Et en fait, non, c'était pas bon du tout. Donc, on a dû revoir tous les paramètres, mais le cadre d'analyse était là, hein, d'accord? Le modèle, l'architecture de modèle, elle ne change pas. C'est les données qu'on donne au modèle qui changent. Oui, oui, ça j'avais bien compris. Oui, Voilà. oui. Donc, tu peux faire, si tu veux faire une analyse en diachronie, si tant est que tu aies les moyens de le faire, hein, parce que c'est pas évident, on n'a pas forcément les enregistrements, bon, etc., etc. Le modèle permet de le faire. Ouais. Merci. Voilà. Euh, donc, en pratique, donc là, je vais revenir donc, sur la question de la segmentation en unités intonatives majeures que j'ai appelées les périodes. Donc, l'idée, c'est quelle est l'unité de segmentation de base du discours. Voilà, c'est une question on a été pas mal à se poser à un certain moment et pour laquelle on a essayé d'apporter des réponses. Et donc, moi, je vais vous proposer les miennes ou les nôtres, parce que c'est toujours collaboratif, ce genre de travail. Voilà, ça a commencé par l'implémentation d'un logiciel qui s'appelle le logiciel Analore et collaboratif. Pourquoi? Parce qu'on a développé ça avec Bernard. On a commencé à implémenter le système avec Bernard Vittori dans les années 2000. Donc, vous voyez que c'est pas récent, mais on continue à travailler sur le système. Et donc, l'idée, c'est de simuler le traitement manuel et donc de l'implémenter. Donc, très concrètement, on a un corpus brut en entrée. Moi au départ, c'était dans le cadre de mon HDR, on va essayer de segmenter en frontières prosodiques majeures, les frontières les plus saillantes en fait. Donc voilà, je coupe sans me poser de questions. Ah là, j'entends une frontière forte, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe.
Et une fois qu'on a fait ça, à tous les endroits où on a coupé, on regarde avec un logiciel, Pratt en l'occurrence, comme tout le monde, quels sont les paramètres acoustiques qui sont associés à ces coupures que j'ai trouvées dans mes corpus. Donc, on travaille quand même sur en l'occurrence, j'ai travaillé sur 3 heures de données. Et puis, on voit qu'il y a des paramètres qui sont récurrents. Et du coup, donc ça, c'est l'analyse manuelle. Hein, et du coup, on établit un ensemble de critères. Hein, donc, dans l'ensemble des paramètres qu'on observe, on extrait les paramètres récurrents, on établit un ensemble de critères et on les implémente, je vais vous montrer précisément après, pour en faire un traitement automatique. Donc, c'est comme ça qu'on a développé le système Analore. Plus tard, dans d'autres équipes, notamment en Belgique, Pete Mertens a développé Prosoprom, un peu sur les mêmes principes. Bon, donc voilà. Et le traitement automatique, ben, on reprend donc le corpus d'analyse et on segmente automatiquement. Et on compare la segmentation manuelle et la segmentation automatique. C'est ça le principe. Et on regarde bon, ben, en particulier les points de désaccord. Et là, on essaye d'ajuster le tir. Soit on donne raison à l'annotateur, soit on donne raison au traitement automatique. L'annotateur, ben, l'analyse, elle est empirique, voilà, il y a des trous dans la raquette, forcément. Et puis le traitement automatique, il peut aussi y avoir des problèmes. Mais ce qui est intéressant avec le traitement automatique, c'est pas seulement un outil pour traiter des corpus à grande échelle, parce que vous savez bien, vous l'imaginez que ce genre de travail, c'est extrêmement chronophage. Donc, le faire automatiquement, c'est assez génial. On peut partir sur plein de données. C'est ce qu'on a fait avec Rhapsody. Mais le traitement automatique, c'est donc ce modèle, le modèle qui lui est associé, c'est aussi un moyen de contrôler les règles de l'analyste et peut-être de soulever des questions qu'on n'avait pas vues dans l'analyse manuelle. Donc, c'est en quelque sorte une nouvelle lunette d'observation pour regarder un petit peu ce qui se passe et aller au plus juste de ce que fait effectivement l'auditeur quand il segmente son corpus. Donc, voilà l'idée. Elle est simple, hein, mais efficace. Est-ce qu'on peut te demander sur quelle base l'analyse automatique est faite? Alors, Parce que j'y viens. j'ai J'y du mal viens. à te suivre là. Parce que Euh, forcément qu'il faut l'entraîner, le truc, pour qu'il puisse découper tout seul. Donc tu non, l'entraînes à non. partir de quoi? Alors, deux réponses. Ouais, Euh, la première réponse, donc la première étape, c'est pas l'entraîner, c'est des règles. C'est des règles tac. Ok, La deuxième étape, et pour la détection des prééminences, c'est la même chose. Tu as raison, c'est fait sur de l'apprentissage automatique. bah, du coup, ça devrait quasiment coïncider ton truc Non, manuel pas et... du tout, parce que les corpus qui ont servi pour l'apprentissage et les corpus de test ne sont pas les mêmes, bien Ah, évidemment. C'est toujours le même principe. Hein. Tu prends pas comme corpus d'apprentissage un corpus de test. Là, j'en reste à l'analyse par règles déclaratives. D'accord? d'accord. Alors, les règles, c'est quoi? En fait, on a 3 critères assez simples. D'une part, pour qu'il y ait une coupure en période, il faut il faut une pause, donc un seuil de durée d'une pause, une pause, ou plus précisément l'intervalle entre 2 portions de F0, un blanc entre 2 portions de F0. Ensuite, on va calculer le seuil d'amplitude d'un geste intonatif potentiellement terminal, c'est-à-dire un contour intonatif marqué à la fin d'un mot, d'accord, ou à la fin d'un syntagme, pour dire les choses rapidement, qui peut faire l'objet d'une coupure. Donc là, ce qu'on calcule, hein, donc c'est des calculs, c'est des nombres, c'est la différence de hauteur entre le dernier extrémum de F0 et la moyenne de F0 sur toute la portion qui précède la pause. Donc on a un geste finalement marqué ou pas, un contour marqué ou pas. Vous avez vu, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, hein, après ma visite à l'Andovision, on les voyait très bien, ces contours. Et puis enfin, un seuil d'amplitude, le seuil d'amplitude d'un saut, le saut qu'on appelle dans la littérature réinitialisation mélodique ou resetting, c'est-à-dire la différence de hauteur entre la dernière valeur de F0 qui précède la pause et la première valeur de F0 suivant la pause. Alors concrètement, un exemple, ici, vous avez l'extrait d'une interview, c'était de Bernard Pivot, Marguerite Duras,
Vous avez 15 ans et demi et vous êtes sur un bac qui traverse le fleuve. Donc ça, c'est la ligne mélodique qui présente cette séquence. Puis là, vous avez la grille d'annotation, OK? Et en fait, ici, la ligne verte, elle représente la coupure qui a été faite par le système. Donc, à la fin de vous avez 15 ans et demi, il y a une coupure, le système détecte une frontière d'unité intonative majeure de période. Et puis, il y a une deuxième période qui commence et vous êtes sur un bac qui traverse le fleuve. Et alors, en bas, ce que vous avez, c'est un ensemble de... Donc, tous les calculs qui ont été faits, hein, je pourrais vous montrer, encore une fois, si on a le temps, le système. Mais ce qui est intéressant, surtout pour vous, parce que les calculs, je pense que c'est ingrat, c'est ce qu'on en sort. On en sort des poids. Et vous voyez donc pause, donc la pause ici. Hein. Le geste, c'est le contour intonatif ici. Le saut, c'est la différence entre les deux points de F0. Est-ce qu'il y a vraiment une réinitialisation ou pas? Et puis devant chaque item, vous avez plus ou plus. Mais vous auriez pu avoir aussi égal ou moins. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que soit effectivement on a suffisamment de matière pour couper, plus, soit on en a énormément, plus, soit on en a un peu, égal, soit on n'en a pas assez, moins. Mais l'intérêt, c'est pas un paramètre particulier, c'est les paramètres dans leur ensemble. Et si l'ensemble donne un poids suffisamment lourd, alors on va pouvoir couper. Et c'est là où c'est intéressant parce que ça prend donc en compte les variations individuelles dont je vous parlais tout à l'heure. Un locuteur peut très bien travailler avec ses gestes et ses contrastes de gestes prosodiques, peut utiliser la durée. Donc, il y a une petite pause qui n'est pas très, très longue, mais ce n'est pas grave, le reste est là pour faire sentir, pour faire percevoir la coupure et inversement. Donc, c'est là où c'est extrêmement souple et, à mon avis, c'est intéressant. Donc, voilà pour la coupure en période. Est-ce que vous avez des questions sur cette phase-là? Après, je vais passer revenir sur la question de l'intonosyntaxe, justement. Qu'est-ce qu'on fait après? Pas de questions? Bon, je passe à la suite. Alors, donc la question qu'on se pose après, parce que je vous dis, on monte, bien, comment se segmente et s'organise le flux intonosyntaxique dans la parole? Donc, encore une fois, je vais prendre des exemples. Donc, on a travaillé sur le corpus Rhapsody et on a travaillé sur différents niveaux de constituance, mais là, je vais vous parler donc du niveau majeur. Donc, les unités intonatives majeures, les périodes, et ce que les syntacticiens de Rhapsody ont appelé les unités locutoires. Concrètement, c'est une unité syntaxique majeure constituée à minima d'un noyau prédicatif et éventuellement des constituants accessoires. Alors, ces travaux qu'ils ont développés en macrosyntaxe, je ne vais pas évidemment les présenter ici, c'est très dense, mais pour rappel, en fait, ils s'inscrivent dans la continuité des travaux qui ont été faits en macrosyntaxe dans les années 80, 90, par l'équipe de macrosyntaxe, l'équipe de Claire-Blanche-Bénéniste à Aix-en-Provence, mais aussi l'équipe d'Alain Bérin-Donner à Fribourg, et enfin l'équipe d'Emmanuela Cresti, dont je vous parlais tout à l'heure, à Florence. Donc l'idée, c'est que du point de vue syntaxique, effectivement, syntactico-sémantique, on a un noyau prédicatif, mais qui est porteur aussi d'une force illocutoire. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça unité illocutoire. Donc la question, c'est de savoir comment ces périodes et ces unités illocutoires se synchronisent. On a différents appariements possibles. Alors, ce que je vous ai représenté ici, dans toutes ces figures-là, c'est en blanc, vous avez une chaîne illocutoire, donc une unité illocutoire. En noir, une période, une unité intonative. Excusez-moi, les sigles sont en anglais, donc c'est boundary pour frontière. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe entre deux frontières synchronisées d'unité. Alors, soit on n'a rien du tout et les frontières sont parfaitement synchronisées, une unité locutoire égale
une unité intonative majeure. En gros, si je devais dire les choses de manière très vulgaire, une phrase égale une période. Est-ce qu'on a de l'inclusion? Donc là, l'idée, c'est qu'une période englobe dans sa portée plusieurs unités locutoires. Donc tout ça, ça parle bien à l'intuition du linguiste, c'est bien propre, c'est bien régulier. Et puis, il y a quelque chose qui est un peu plus dérangeant. Est-ce que ce patron arrive? C'est les données où l'unité locutoire est fragmentée en plusieurs unités prosodiques majeures. Et enfin, quelque chose de complètement atypique, c'est l'insynchronie, où on a des frontières d'unité, frontières d'unité syntaxique, frontières d'unité prosodique, entre deux unités synchronisées, mais elles ne sont pas placées au même endroit. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on garde les corpus? Je vous donne des exemples. La synchronisation et l'inclusion, qui pourrait par exemple être liée à la question de l'empaquetage informationnel. Donc, un exemple de synchronisation parfaite, l'immobilier est très cher dans le quartier. Entre parenthèses, vous avez une période intonative et le double stage indique la fin d'une unité locutoire. L'inclusion, vous avez une période intonative pour plusieurs unités locutoires. Tu montes les escaliers, une unité locutoire. Tu descends au cinéma star, une unité locutoire. Tout ça formant une seule période. Hein. Tu montes les escaliers, tu descends jusqu'à une cinéma star. Voilà. Pour la fragmentation, là, donc qui part sans doute moins à l'intuition, vous avez donc un ensemble de périodes, plusieurs périodes à l'intérieur d'une unité locutoire. Par exemple, mesdames et messieurs, une période. Je suis heureux de me retrouver ce soir, une autre période. Parmi vous, une autre période. Après ma visite à l'Indovisio à Lillong ce matin. Ou encore, un autre type de corpus, arrivé au cinéma star, une période, il faut continuer tout droit jusqu'en bas de la rue, jusqu'au rond-point, une autre période, tout ça formant une seule unité syntaxique majeure, unité locutoire. Alors, je vous disais donc dans l'introduction de cette communication, c'est que l'idée, c'est d'essayer d'aller voir un petit peu comment on peut raccrocher ça au genre de discours. Alors, dans Rhapsody, on a travaillé sur un ensemble de genres, la parole oratoire, c'est très générique, mais vous partez du principe que c'est un genre, la parole procédurale, la parole descriptive et la parole argumentative. Okay, vous avez des petites pastilles de couleurs qui présentent chaque type. Ici, ce qu'on vous présente, c'est la synchronisation justement entre les frontières intonatives majeures et les frontières syntaxiques majeures, avec donc sur la ligne de base une synchronisation parfaite, vous voyez qu'elle est excessivement rare, et vers le bas, l'idée qu'on a beaucoup plus, enfin on a plus d'unités de frontières syntaxiques que de frontières prosodiques majeures, et vers le haut, plus de frontières prosodiques majeures que de frontières syntaxiques. Donc, vers le bas, plus d'inclusion, et vers le haut, plus de segmentation. Et si vous regardez les pastilles, vous apercevez par exemple que la parole procédurale penche plutôt vers l'inclusion, et que la parole oratoire penche plutôt vers la fragmentation. Donc, c'est ces constructions qui finalement vont pas tellement avec l'intuition, où justement les théoriciens dans l'approche bottom-up disent forcément une coupure syntaxique majeure, non, pardon, pas de coupure syntaxique majeure, alors pas de coupure prosodique majeure. Donc ça, c'est une autre manière de représenter les choses. Elle est intéressante parce que donc ce que vous avez aussi la présentation en fait donc des différents types de synchronisation. Donc en gris foncé, les frontières syntaxiques qui ne sont pas synchronisées avec des frontières prosodiques, comme ici dans l'argumentation. En gris clair, les frontières prosodiques à l'intérieur d'unités syntaxiques, donc qui ne sont pas synchronisées avec des frontières syntaxiques. Et en noir, la synchronisation parfaite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un genre se caractérise aussi bien
parce qu'il le représente, les patrons qui le représentent fréquemment, par exemple, la parole oratoire va être caractérisée par le fait qu'on a beaucoup finalement de fragmentation prosodique, donc de frontières de période à l'intérieur d'unités syntaxiques, mais également caractérisée par le fait qu'on va avoir très peu de frontières syntaxiques à l'intérieur donc de périodes. Voilà. Et puis, vous apercevez qu'il y a des... et puis, il est très caractéristique, il se distingue complètement des autres en termes de fréquence. Et par exemple, vous avez aussi un genre assez particulier, c'est le genre procédural, où là, c'est le seul qui est caractérisé positivement par le fait que les deux types de frontières se synchronisent très bien. Voilà. Alors, pour finir avec des exemples, je vais vous montrer concrètement ce qu'on trouve dans les corpus et ce qu'on peut, les valeurs pragmatiques qu'on peut associer à ces occurrences. On a beaucoup de choses dans les termes d'adresse ou les vocatifs, par exemple, donc ce que j'ai appelé l'adresse insérée. Le programme Monsieur le Premier ministre, donc une période, comporte un certain nombre de projets. Donc tout ça, ça forme une unité illocutoire avec deux périodes. Et un truc très bizarre, c'est que Monsieur le Premier ministre, qui n'a rien à voir avec le programme d'un point de vue syntaxique, est intégré dans la même unité intonative. Donc on viole ici le principe de connexité syntaxique puisque ces deux unités ne sont pas du tout connexes. Et on va s'apercevoir très vite que quand il y a de l'insertion de segments, quelle qu'en soit la fonction, la nature, eh bien, du coup, ça bouscule l'organisation structurale de la chaîne. Effectivement, les locuteurs mettent ensemble, et l'auditeur le perçoit comme tel, en tout cas, des segments qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Aussi quelque chose qui, à mon avis, pourrait faire l'objet d'une étude très approfondie, ça n'a pas été le cas jusqu'à présent, c'est le discours direct rapporté. Alors l'exemple suivant est intéressant. Au lieu d'accepter de prendre tout de suite un emploi du type de vendeuse, alors excusez-moi parce que je vais essayer de vous... Voilà, ok. Au lieu d'accepter de prendre tout de suite un emploi de type vendeuse, je me suis dit, ce qu'il faut, c'est avoir un métier. Donc là, une seule unité locutoire, et puis donc deux périodes, ok. Et en plus de ça, le je me suis dit, qui n'a rien à voir évidemment syntaxiquement avec ce qui précède. On aurait eu envie de segmenter, de faire une segmentation du type, au lieu d'accepter de prendre tout de suite un emploi du type vendeuse, segmentation, je me suis dit, ce qu'il faut, c'est avoir un métier. D'accord ? Donc là aussi, on a le principe de connexité syntaxique qui est violé, puisque je me suis dit rattaché à quelque chose qui n'a rien à voir syntaxiquement, et de cohésion également, puisque je me suis dit, et effectivement lié à ce qui suit. Mais ce principe de cohésion, naturellement, on comprend qu'il ne soit effectivement pas appliqué vu le type de discours qui est en jeu, à savoir le discours rapporté. Et donc, on retrouve toujours cette espèce de bousculade où le dernier élément de la première période est rattaché bizarrement à cette période-là. On aurait envie d'en faire un élément différent, comme au-dessus, le programme période Monsieur le Premier ministre. On trouve aussi la même chose avec les incises. Exemple, je sais ce que c'est que d'être pauvre, je sais surtout, une période, ce qui me paraît plus utile, donc une incise, que c'est ce que de travailler dans des emplois subalternes. Donc là encore, violation des principes de cohésion et de connexité syntaxique. Le je sais surtout n'a rien à voir syntaxiquement avec ce qui précède, et pourtant, il forme une période unifiée avec ce segment. Alors, marqueur d'incise, mais également marqueur de focalisation. Il y a un réflexe de pudeur, quoi, de fuite qui se produit. Donc, de fuite qui se produit et séparé du reste. Et là, il y a quelque chose d'étonnant. Alors, aussi, on peut se poser la question de la réinterprétation du texte, la réanalyse sémantique.
la question, donc, le principe de cohésion syntaxique est brisé, puisque, effectivement, enfin, en fait, est-ce qu'il est brisé ou pas? Autrement dit, est-ce que c'est la fuite qui se produit ou est-ce que c'est le réflexe qui se produit, hein? Et pourquoi on a cette segmentation-là et qu'est-ce qu'on en fait? Autre chose, un peu sur le même principe, ce qui fait que le barrage a été une expérience épouvantable pour la famille, pour ma mère. Donc deux périodes, hein, deux unités distinctes. Pareil, un principe de connexité qui semble mis à mal. Alors, ce qu'on observe finalement dans ces corpus, c'est que très vite, il y a quelque chose qui est mis en jeu. C'est en fait une instantiation par liste paradigmatique. C'est-à-dire que, en fait, ce qui va mettre ensemble, ce n'est pas des éléments qui dépendent des uns les autres, mais des éléments qui, en fait, sont dans une liste paradigmatique, soit on reformule, soit on précise les choses, etc. Donc, ont une valeur, je ne sais pas trop laquelle, mais soit on est dans l'énumération, etc., etc. Et ça, c'est des schémas qui semblent très productifs. Et puis enfin, c'est un chinois très riche. Là, pareil, pourquoi elle n'a pas fait une seule période intonative? Ils sont cohésifs syntaxiquement. Alors, est-ce que finalement, il n'y a pas là aussi une réanalyse à faire avec, est-ce que c'est pas piloté informationnellement? Est-ce qu'il n'y a pas deux informations là? Dire, bah, d'abord, c'est un Chinois et d'autre part, il est très riche, donc deux prédicats en fait. D'accord? Et donc là, je repense à des travaux de Chev qui sont très intéressants sur l'idée que un groupe, une unité intonative, un foyer de conscience, dit le spotlight of consciousness, c'est-à-dire une unité conceptuelle ou une unité informationnelle. Et puis, il y a autre chose, alors là, qui marche pas mal, c'est le marquage de la structure informationnelle. Avec l'idée, là, c'est qu'il n'y a pas tellement, pas tant qu'il y a violation de la syntaxe, mais au contraire, ce que je vous disais tout à l'heure, la collaboration entre les modules syntaxiques et prosodiques. On a à la fois des dispositifs syntaxiques spécialisés pour actualiser certaines fonctions informationnelles et des frontières intonatives majeures. Alors, c'est très souvent le cas pour le détachement topical, ou qu'on appelle aussi dislocation thématique, peu importe la terminologie. Par exemple, le thème extrait à gauche, ce chiffre de 30 000 périodes, c'est finalement une extrapolation que vous faites. Et donc là, les deux modules, j'ai envie de dire, s'alignent, puisqu'on a une pseudo-clivée d'un côté et de l'autre, effectivement, une organisation enfin, avec deux unités intonatives majeures qui permettent véritablement de bien séparer le topic du focus. On a exactement la même chose, souvent, pour le thème extrait à droite. Il court dans son couloir, donc REM, focus, une période, et puis deuxième période, le dénommé papa, le topic. Et tout ça, ça forme une seule unité locutoire. Donc ça, on arrive pas mal à repérer à l'analyse ces aimants-là. Juste une question, Anne. Oui, alors attends, j'arrête le partage parce que je ne vois pas, je ne sais même pas qui parle. Oui, C'est moi. oui, Philippe. C'était juste pour te. J'avais besoin de la diapo. Attends. Partager. La diapo. L'autre. Celle Ouais. d'avant. Laquelle? Le E, le dénommé E, papa. Le E, là, ton parenthésisage, il dit que E, le dénommé E, papa, c'est une période. Ouais, alors allez, oui, vas-y, je te Mais laisse. le E, là, en fait, c'est pas. Enfin, même s'il remplit avec un bruit, ce serait quand même pas une pause au niveau des périodes intonatives, le E. Alors, ta question, elle est très judicieuse. Je n'en ai pas parlé parce que je voulais pas rentrer dans les détails. Je me suis dit, sinon, je vais vraiment, ça va. En fait, le E, c'est un paramètre déterminant pour savoir si on coupe ou on coupe pas. Mais c'est plus, en fait, c'est pas le E en tant que tel, c'est différents types de E. Et en fait, il y a des E continuatifs et des E conclusifs. D'accord? Donc, Mhm.
Donc, on va aussi regarder les propriétés internes de ces E pour savoir si, donc là, en l'occurrence, on a décidé que celui-là, celui-ci, en fait, euh, initie une période nouvelle. Voilà. Et on a, là encore, on a des règles que je n'ai pas présentées, mais qui sont là. Donc, D'accord. Et donc, le autrement dit, deuxième. euh, tu vois, E, le dénommé E papa, hein, donc le premier E, autrement dit, là, il y a pas, dans ce contexte-là, il n'y a pas de liaison, hein. C'est vraiment, il y a bien une coupure. C'est pas D'accord. un E qui termine la première période, c'est un E qui ouvre la deuxième période. Mais ça, on a des critères pour en parler, hein. Et notamment, Ok. je te dis la durée et le type de contour porté par le E. Est-ce que c'est un contour montant ou descendant? Et là, c'est un contour montant. Tac, merci. Ben, pour finir sur un os, c'est la question de la synchronie. Je vous avais dit, on a peu, mais on en a des occurrences où les deux types d'unités, il y a bien des frontières mais à l'intérieur de frontières synchronisées, mais elles ne sont pas synchrones. Et là, il semblerait que ça soit souvent, ben, comme vous savez, ce qui est difficile dans la parole spontanée ou pseudo-spontanée, parce qu'il y a aussi des entretiens, etc., des interviews. Mais enfin, quand même, l'idée, c'est qu'on planifie, on conceptualise simultanément à la production verbale, contrairement à la lecture, hein. Et donc, on peut avoir, et donc là, c'est l'exemple que je vous donne, c'est une interview, hein, de Pascal Ferrand, en l'occurrence, des constructions fragmentées. On pose, en fait, et ça, on a énormément ça dans la parole spontanée, en fait, on n'est pas, donc vraiment, des constructions de manière archétypale qui sont parataxiques et pas hypotaxiques. Donc, il y a vraiment, on pose les choses par paquet. Et donc, avec des phrases inachevées, etc., etc., souvent, enfin, c'est souvent associé à des phrases inachevées. Par exemple, ça, non, non, ça, les livres politiques, enfin, non, mais ça, c'est, vous ne me parlez même pas des livres politiques, là. Donc, si vous regardez, c'est un gros bazar. On a une première période intonative avec deux unités locutoires, donc ça, non, non, et puis ça, les livres politiques, on ne l'a pas fini. Une deuxième période, enfin non, fin de l'unité locutoire, mais on continue la période, mais ça c'est, continue la période, vous ne me parlez même pas des livres politiques là, etc. Et donc là, pour l'instant, on ne peut faire qu'observer ces phénomènes, on ne sait pas quoi en faire, et l'idée, c'est d'arriver à en faire quelque chose. Voilà ce que je voulais vous présenter dans les grandes lignes, en sachant que, je peux répondre à toutes les questions précises, je ne sais pas quelle heure il est, bon, on a le temps, et éventuellement vous faire écouter, si vous voulez, des séquences, si vous avez envie de bien entendre ce que je raconte, parce que là, j'ai lu, prononcé, mais je ne sais pas la voix du locuteur. Voilà, voilà. J'entends plus rien là. Tu m'entends là? Oui. Moi, j'ai une question très bête. J'hésite à la poser, mais je vais le faire quand même. Comme ça va initier, ça va décomplexer les autres. C'est qu'il est prédictible, ton modèle, parce qu'à partir du moment, parce qu'il y avait des phrases, on reconnaissait bien que c'était du Duras, hein, avec ton chinois, etc. Tu vois, elle a quand même une prosodie qui est très particulière et tout. Ce qui fait que du coup, euh, Alors, attends, il est prédictible, mon modèle. De quel modèle tu parles? Le modèle formel, oui, il est prédictible, puisque prédictible, ça veut dire qu'on pose des règles. On est capable, avec un corpus en entrée, de générer des coupures, donc, et de générer des formes, de générer une structure prosodique complète. Donc, de ce point c'est de vrai vue-là, que comme tu n'as pas trop insisté sur les règles, c'est vrai que du coup, j'en fais fi un peu dans ma tête, tu vois. alors, Mais tu as parce vu, que l'intérêt d'un modèle, c'est quand même. alors, tu te souviens des règles que j'ai présentées sur les manières de couper, la façon. Oui, oui. D'accord? Donc ça, c'est à partir du moment où c'est implémenté, c'est automatique et, et que c'est testable, pour moi, c'est prédictible. Tu es d'accord avec ça?
tu peux le faire sur n'importe, tu peux prévoir, tu peux dire, tiens, ben, j'ai ce corpus-là, avec mon modèle, voilà en gros ce que ça va donner comme coupure, comme structure plutôt, comme structure. D'accord? Ça, c'est du point de vue formel. Est-ce que ça te pose problème, ça, ce que je dis? Ben, à cause de tes paquets là à la fin, moi, je suis pas sûre d'avoir complètement compris, mais peut-être qu'en réfléchissant, tu vois, Ben, qu'est-ce que tu appelles prédictible? Alors, je vais peut-être te répondre par une question. Qu'est-ce que tu appelles prédictible? Mais c'est vrai que non, non, si tu rentres de la parole continue comme là je suis en train de faire, effectivement, tu peux segmenter, tu peux. Tu sors une structure hiérarchisée. Alors, j'aurais pu faire beaucoup plus long hein, et vous présenter tous les constituants internes de la structure. C'est un arbre. On génère un arbre prosodique, en gros. Hein. Et donc, moi, je vous ai présenté la première, le premier niveau de constituance. Hein. Mais voilà. Donc, pour tout corpus brut, tu génères un arbre. Hmm. D'accord? Après, en ce qui concerne l'interprétation, c'est-à-dire les fonctions. Est-ce que, alors là, c'est plus compliqué et je pense que ça serait très prétentieux de ma part de dire, ah, et c'est pourquoi, parce que c'est juste, c'est ce que j'ai expliqué, c'est que les choses sont interprétables, mais tout linguiste fait ça, quoi. Il fait ça avec ses connaissances. À mon sens, on n'a pas de système à l'heure actuelle qui dise automatiquement, on a telle forme, on va lui attribuer telle fonction. On va en faire une analyse, on va faire des propositions, mais là, ça reste vraiment le regard euh, de l'interprète, du linguiste, hein, du théoricien. Donc là, on va monter vers la théorie. Tu vois ce que je veux dire? On dit simplement, bah, si on a telle forme dans tel contexte, sur le plan informationnel, on peut en dire ça. Sur le plan des actes de langage, on peut en dire ça. Et j'en ai pas parlé parce que c'est comment dire, une fenêtre, une fenêtre d'observation récente, mais sur le plan expressif, on peut en dire ça. Tu vois? Après, Oui, ben, oui, oui. Hmm. ça, c'est l'expert qui va faire ses choix. Quelqu'un a une question moins pourrie que la mienne? Non, non, mais elle n'est pas, Non, non, pas- mais je veux dire, si tu veux, ce que tu vois, ce qui se fait en syntaxe, voilà, un modèle qui, si se faire une comparaison, bah, qu'est-ce qu'on fait en syntaxe? On génère des arbres syntaxiques automatiques, et ben là, je génère des arbres prosodiques automatiques. hmm. Oui, j'ai compris. Ouais. Bon, bah, je vois que ça. Tu as été trop clair. Non, ou c'est peut-être un domaine un peu, comment dire, ouais, je sais pas. Moi, je veux bien poser une question. Florence, ouais. C'est plutôt une question sur l'avenir, quoi. Ce vers quoi vous allez? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui manque encore? Ah, alors. Euh, il manque toujours des choses, même sur les composants qu'on. Voilà. Alors, là, très franchement, ce sur quoi on travaille, et je ne vous en ai pas parlé aujourd'hui, parce que justement, c'est les propriétés internes des unités, donc les contours prosodiques. Et j'en ai d'autant moins parlé que j'ai parlé de la prosodie du français. Et pour l'instant, on explore donc un modèle qu'on a commencé à construire dans le cadre de Rhapsody, ou une composante de ce modèle-là, un sous-modèle qui s'appelle SLAM. Il s'agit de générer automatiquement les contours intonatifs des unités. Et après, de pouvoir les décrire. Donc, donc voilà où on en est, ça c'est avec la thèse des maîtres et je voudrais utiliser ces connaissances enfin, sur ces contours pour mon projet sur la prosodie émotionnelle, expressive. C'est-à-dire, alors, Pardon? c'est-à-dire, tu vas prédire, à partir des contours intonatifs, tu vas prédire le type d'émotion? Euh, Prédire, c'est un peu ambitieux, mais Peut-être pas prédire, mais caractériser, disons que
caractériser, alors par exemple, ce qu'on fait déjà un peu, hein, mais sauf que là, l'idée, c'est de le faire vraiment automatiquement. Donc, par exemple, est-ce que c'est une émotion plutôt négative ou positive? Quels sont les patrons prototypiques de la joie, de la colère, de la tristesse, etc. Voilà, et donc vraiment, je dirais que ce que j'ai envie de faire là dans les années à venir, c'est aussi, donc ça c'est pour la fonction expressive, mais aussi pour la fonction informationnelle, un peu mieux préciser, parce que ça a toujours été automatisé et généraliser ce qui a été fait manuellement sur les extractions topicales, sur les focus, sur les incises, etc. Donc continuer ce travail sur la prosodie des unités informationnelles. Je crois que pour l'instant, c'est ça un peu. Moi, j'avais une question. Ouais, Philippe. Tu parlais de deux modèles. Il y a un modèle par règle, donc ça, j'ai bien compris. Le deuxième modèle, vous avez visiblement fait quelque chose par apprentissage, Ouais. mais ça a donné quoi, ça? Alors, toutes les, la détection automatique des proéminences dans les corpus rhapsodiques, vous pouvez les télécharger sur le site. Ça a été fait par apprentissage automatique, c'est-à-dire qu'au départ, on a une partie du corpus qui a été annotée par en fait une dizaine d'annotateurs novices, étudiants. Là, on a fait des calculs, score interannotateur, etc. Enfin, tout le cirque que vous connaissez bien. Et on a créé une annotation de référence avec trois annotateurs experts, dont moi, qui a servi à noter une partie du corpus. Et à partir de là, donc on a fait un apprentissage sur l'autre partie. Et donc, on a une détection automatique pour les périodes. Et donc, ça, c'est sur pareil, tout est visible, hein. Et pour les périodes intonatives, je t'avouerai que pour l'instant, j'ai le système d'apprentissage automatique, mais j'en suis restée aux règles parce que je maîtrisais bien. Et bon, voilà. D'accord. Donc, c'est juste pour la détection de maximum, c'est ça? Ça fonctionne. Pour la détection ça fonctionne pour la détection des proéminences et pour les périodes, mais je ne l'ai utilisé Que pour les proéminences. que pour les proéminences. Enfin, pour le corpus rhapsodie, on l'a utilisé que pour les proéminences. Ok. Ok. Euh, et c'est quoi le système d'apprentissage? C'est un réseau de neurones? C'est quoi? Alors franchement, alors là, c'est Bernard qui a fait ça. C'est pas un réseau de neurones, c'est un truc. Bah, je te montrerai si tu veux. Là, je suis incapable de t'en parler comme ça, en fait. Ok. Ouais, c'est un D'accord. système hyper basique et qui est certainement extrêmement, bah, je pense, sans doute obsolète par rapport à tout ce que vous faites maintenant aujourd'hui, hein, mais qui marche. Ok. Ça a été fait en, en 2010. Ah oui. Tu vois. Ça n'a pas été retouché depuis. D'accord. Mais c'est robuste en tout cas. Ok. Voilà. Bah, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. On va peut-être clore. Nicolas, est-ce que tu as des questions? Oui, enfin, non, ça m'intriguait cette histoire de la question que je t'ai posée tout à l'heure, mais je pense que peut-être la question a été mal posée. C'est-à-dire que peut-être c'est enfin, forcément, les unités prosodiques sont dans le système, donc en tant que telles, elles sont systémiques. C'est juste que moi, je raisonne trop en structuraliste. Donc, si c'est systémique, je leur donne une valeur morphologique quelque part, puisque c'est une sorte d'endroit d'échange entre bah, la phono et le sens, quoi. Mais j'entends que ce soit pas forcément une interprétation forcément unanime. Et
Moi, Et, très Mhm. franchement, j'aimerais bien arriver à comprendre cette hypothèse-là. Je ne l'ai jamais comprise. Mhm. Bon. De penser qu'en français, le volet prosodique puisse avoir un rôle morphologique. C'est ça que tu dis? Qu'on puisse faire émerger une unité invariante, stable, qui a, alors, pas un rôle morphologique, mais une signification. Hein. Tu vois, un signifié, quoi, un signifié prosodique. Parce Quand tu que. dis en morphologie, quand tu dis des, bon, je sais pas, déridé, débridé, etc., des, c'est une signification de base. Mhm. Euh, moi, je. Oui, et Pourquoi pour ça toi, serait forcément morphologique? C'est ça que je comprends pas, moi. Pardon? Pourquoi ça serait forcément morphologique? Pourquoi ça serait restreint aux mots? De quoi? De quoi? Eh ben, C'est. les significations, parce que là, on dit ces unités prosodiques pourraient avoir une valeur morphologique. Mais pourquoi morphologique? Non, mais moi, je comprends pas. Je sais pas, en fait. Une valeur tout court, une valeur sémantique, c'est pas forcément morphologique. Ah, mais moi, c'est ce que je dis. Je dis qu'il n'y a pas de. C'est pas parce que ça joue un rôle fonctionnel que. Et c'est ça que je dis, c'est qu'il n'y a pas, il y a pas de morphème prosodique. Bon, j'en ai pas trouvé, quoi. En français, s'entend, hein. oui, 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 bien sûr, oui, j'ai bien entendu ta réponse à tout à l'heure à la question de Florence. Bien évidemment, il y a des langues dans lesquelles le ton est clairement morphologique, point. Enfin, il marque le pluriel. Bon, on va, Exactement. là, on peut pas, c'est indiscutable. Mais tu crois pas que, je ne sais pas, pour moi, c'est clair que dans l'interprétation, si tu vois que telle courbe est toujours associée à un sens indépendamment de la syntaxe, pourquoi ne pas en déduire que cette courbe est porteuse d'un sens? Et donc, en tant que telle, eh ben, certains morphologues sont amenés à penser que ça puisse être un morphème. Voilà, moi je retourne le raisonnement. Hein. Mais le morphème, il est forcément associé à un mot. Euh, Pas forcément. Pas pour certains, oui, mais pas forcément. Comment ça? Bah, je pourrais dire qu'il y a un morphème flottant. Enfin, un truc. Bah, D'accord, mais ça veut dire que ça marque forcément une unité lexicale. oui, qui pourrait être, bah, je sais pas, question. Enfin, là, je connais, C'est voilà, pas une unité j'ai pas lexicale. les données, donc je sais pas. Hein, mais parce qu'à un moment donné, toi, Anne, tu as parlé de quand même, il y a quand même des courbes, donc tu vas quand même marquer des endroits par H et d'autres par L, donc il y a quand même des courbes qui sont significatives. Non, mais c'est la signification que tu veux leur donner dans un contexte donné. Tu comprends ce que je veux dire? Elles sont pas significatives. Bon, ok, il y a une forme, il y a une forme. Mais après, significatif, c'est que à cette forme, on associe sans hésiter une fonction Oui, particulière. oui, oui, c'est C'est ça, oui, pas pas exactement. le cas. Ah Voilà. voilà, exactement. Bah, ok, alors j'entends, exactement. Ok, donc toi tu dis, puisqu'il n'y a pas de la systématicité, je ne peux pas associer à une fonction univoque à telle courbe. Non, alors à moins que, mais à ce moment-là, enfin, c'est très très particulier, quoi, parce que à moins que tu dises, bon voilà, j'ai regardé uniquement la structure informationnelle, c'est ça mon Hmm. cas. Je veux dire, systématiquement, alors quand j'ai ça, je l'interprète comme un topic, ça c'est distribué ici, ça a telle caractéristique, tel contour, donc c'est un topic, même on va même faire encore plus fort, on va dire c'est un topic inaccessible, et blanc, c'est une valeur. Et puis, pof, là, le contour, il est comme ça, ah bah là, c'est un topic continu. Et puis, bon, tu peux faire des choses comme ça, et c'est d'ailleurs ce qu'on essaye de faire. Et là, ça va donc aussi dans la continuité de la question de Béatrice, qui disait, bah, Mhm. prédictible ton modèle. Donc oui, sur le plan formel, il est clairement, puisqu'on génère Mhm. automatiquement, donc je pense, mais sur le plan fonctionnel, ça, c'est cette étape qui est intéressante, où dans un cadre d'analyse donnée avec un modèle théorique donné, donc là, on map, on va pouvoir voir effectivement s'il est robuste et prédictible. Mais en tout cas, la grosse différence avec le morphème, en tant que tel, c'est que le morphème, il a une valeur constante, quoi. Je veux Mhm. dire, tu vois, un ton dans le tonal qui a telle caractéristique qui marque le pluriel, eh ben, il a cette fonction, puis c'est tout, quoi. Tu vois, quel que soit ce que tu as envie de faire avec ce ton. Mhm. La prosodie du français, c'est pas ça. Mhm. Et, oui,
et par exemple, là, c'est une question de curiosité. Sur le topic, tu as découvert enfin, il y a donc il y a des unités intonatives qui ressortent, par exemple, liées au topic. Oui, alors, comme je le disais tout à l'heure, ça c'est donc la question de Florence, c'est qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Donc les contours des topics, les contours de focus. Donc ça, c'est rendez-vous au prochain exposé. Par contre, oui, ce que j'ai montré donc à la fin avec les dispositifs syntaxiques spécialisés, on a des unités isolées très clairement, hein, qui sont en général des périodes ou des groupes intonatifs majeurs à l'intérieur des périodes. Donc, un topique est disloqué aussi prosodiquement. Et ça, c'est assez systématique. Ah oui, oui. Oui. Quand c'est associé à des dispositifs syntaxiques, donc les clivés, les pseudo-clivés, les reprises anaphoriques. Ma mère, elle viendra ce soir, etc. Donc ça marche pas mal, quoi. Encore une fois, c'est pas oui, c'est pas binaire, hein, c'est pas oui-non, mais c'est très très fréquent. Et quel que soit le genre, etc., etc. Oui, donc quelque part, tu dis ce qu'on découvre participe à démystifier une compositionnalité Oui. morphosyntaxique et morphophonologique de la phrase en français, enfin de ce qu'on appelle la phrase. Hein. Là, j'utilise phrase avec beaucoup de précaution. Alors, C'est plus complexe que ça. c'est pas démythifié, c'est effectivement, enfin, c'est pas, ça marche pas comme ça. Mais c'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que la prosodie a pendant longtemps été reléguée, enfin, été aux abonnés absents, quoi, et que Ah bah, Martinez, Agege, etc., on dit, oh là là, mais la prosodie, c'est super, c'est génial, c'est effectivement, ça participe à l'activité de langage, mais c'est pas un objet pour le linguiste. Et c'est mm, pour ça qu'on est très en retard par rapport aux autres niveaux, tu vois, mm. Mais par exemple, ce que fait Elisabeth Delay, c'est quelque chose qui peut-être elle qu'on décompose beaucoup, elle parle, je crois, de morphèmes, ou je ne sais pas si elle les appelle comme ça, mais et pas du tout, on a des approches très différentes, très puisqu'elle différentes. OK. elle est hypothético-déductive, Mhm, les générativistes, elle part de la syntaxe. mhm. Moi, j'ai une approche inductive, voilà ce que vous avez vu. Oui, oui. Après, bah ouais, on manipule des contours, elle est surtout sur les contours, mais elle parle de morphèmes, moi je ne parle pas de morphèmes, Mm. etc. Donc, pas du tout la même manière d'appréhender Et, l'objet. Je pense qu'elle ne cherche pas à caractériser les structures mal formées qui tournent mal pour le linguiste. Hein. Moi, au contraire, c'est un peu ça qui m'amuse, quoi. C'est voir ce qui achoppe et justement, c'est toutes ces scories de la parole ordinaire, comment on peut les décrire, comment on peut les décrire et voir les modéliser, rendre compte. Enfin, c'est la prosodie. Je suis vraiment usage-based, tu vois. mhm, Elisabeth, non, elle est pas dans ce paradigme-là. mhm. Oui, et c'est très école de Amherst, oui, oui, et des compositions, chaque courbe a une valeur. Oui. Oui, oui. C'est beaucoup plus rassurant d'ailleurs, hein, mais après, on n'a pas, tu vois, on n'a pas les mêmes objectifs. Moi, mon objectif, ça a été, d'ailleurs, pour répondre aussi à la question de Béatrice, bah, ça a été de faire de la synthèse de la parole pendant longtemps. Donc, si c'était pas prédictible, j'aurais pas pu faire de synthèse. Et mon objectif, c'est d'analyser cette parole ordinaire. Euh, donc, c'est pas, voilà, on ne court pas tout à fait après le même objet, quoi. Et donc, elle va pas te parler, elle va pas te dire, bah oui, comment ça se passe pour la parole inachevée, comment ça se passe pour les chevauchements de parole, comment ça se passe pour les corpus tout venant, ça l'intéresse pas. Elle va prendre des trucs très particuliers, tu vois, qui sont quand même bien fichus, quoi, qui sont bien propres. Hein. On va pouvoir utiliser pour faire de l'apprentissage du fleuve, pour, enfin, tu vois, différentes tâches. Après j'imagine, enfin, pas j'imagine, d'après le peu que je connais, mais on voit quand même que la prosodie peut quand même recouvrir parfois des langues qui ont des tons, qui ont des valeurs morphologiques très claires. Bah, la prosodie peut passer par-dessus et effacer ou modifier. Donc, ça pourrait être intéressant d'appliquer aussi ton modèle à une langue qui a clairement des tons morphologiques
et voir si là aussi tu arrives à voir que bah, finalement la prosodie est à un niveau encore supérieur qui quelque part, s'en fiche un peu de ce qui se passe au niveau des tons, parce que si le ton est un morphème, bah, la courbe prosodique, c'est autre chose, quoi. Ouais. Alors, Alors, on a essayé de faire ça. On a mhm. une journée qu'on avait organisée avec Jacques François. Il y avait justement toutes ces langues. Il y avait David Legac qui était venu parler, je me souviens. Somalie. Et puis d'autres. Stéphane Robert Mm, aussi. La prosodie du Wolof. Enfin, mm, enfin, plutôt, oui, elle disait carrément qu'il n'y avait pas de prosodie parce que tout ça s'était marqué autrement. Et effectivement, avec l'idée, euh, c'est un travail qui mériterait d'être. mm, C'était la focalisation à travers les langues. C'était ça le truc. mm, Est-ce mm, que le focus, est-ce que la prosodie peut marquer le focus quand on a un ton qui est déjà convoqué pour d'autres types de fonctions? Et mm, effectivement, c'est vachement intéressant. Mm. mm, 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 Donc là, je me suis effectivement bien, j'ai bien précisé, c'est la prosodie du français, parce que c'est vrai que j'ai un peu joué à l'apprenti sorcier, déjà en travaillant, en essayant d'utiliser ce modèle pour travailler sur le Nadja, notamment la question des proéminences accentuelles dont je n'ai pas parlé ici, mais c'était une véritable catastrophe, parce que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ça a plutôt brouillé les pistes qu'autre chose. Sur la segmentation, j'ai travaillé avec des Israéliens sur l'hébreu. Ça se passait pas mal. Par contre, la segmentation en période, ça a l'air assez robuste. mhm, Sur avec Amina Metouchi, on avait travaillé sur le Kabyle aussi, donc c'est un système. Donc là, il y a certaines composantes du système, et les contours, ça sera le cas aussi, je pense, qui sont facilement transférables d'une langue à une autre. Et ce que tu dis, je pense que quand on aura fini d'implémenter le module contour, on pourra effectivement traiter ça de manière intéressante. mm, mm. Moi, je voudrais finir par la question piège que je pose systématiquement à tous les invités du séminaire. Est-ce que tu pourrais nous résumer brièvement la différence que tu fais entre théorie et modèle? Ok. Alors, je réfléchis, hein. Une théorie, ça peut être très complexe et très riche. Un modèle est très simple. Une théorie n'est pas, peut être descriptive. Un modèle est prédictif. Un modèle simule, une théorie ne simule pas. Voilà. Mais un modèle peut s'inspirer de différentes théories. Euh, ouais. Ouais. Ce que j'ai dit tout à l'heure, quand je parlais de les structures abstraites qui sont construites par là ou les théories, bah, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Est-ce qu'on va aller chercher des éléments descriptifs pour s'inspirer, pour construire ce modèle? D'accord? Donc, mais en tout cas, théorie, pour moi, n'est pas prédictive. Théorie n'est pas, est souvent complexe, n'est pas nécessairement explicite, et alors que le modèle est prédictif, il est simple et il est explicite. D'accord. C'est ta façon de voir. Parce que comme tu as défini au départ la notion de modèle comme sur ta première slide ou ta deuxième, représentation d'une certaine réalité qu'il résume en un jeu de règles et de propriétés, je pensais que tu allais revenir sur cette idée de représentation que la théorie n'aurait pas. Mais Une théorie ne représente pas forcément. oui, oui, oui. Non, non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est parce que tu as... Un modèle représente. Un modèle représente. Enfin, je me souviens de Lax qui avait une formule pas mal. Il disait la carte n'est pas le territoire. D'accord. Bon, ben, ça représente bien le modèle. Le modèle, il lisse, hein. La théorie, tu as des théories grammaticales, syntaxiques qui sont ultra complexes, quoi. Tu peux Moi, je pas. suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'un modèle, ça peut être très complexe. Par contre, j'ai l'impression que dans ta façon d'approcher la notion de modèle, une théorie peut donner lieu à plusieurs modèles. Ouais. Et je dirais les choses un peu autrement, c'est qu'un modèle peut s'inspirer de différentes théories, éventuellement, tu vois, pour partir, il y a l'argument empirique. Et une théorie, mais c'est vraiment une théorie n'est pas
Alors évidemment, les choses ont beaucoup bougé maintenant avec la linguistique de corpus, avec la psycholinguistique, mais une théorie n'est pas forcément construite sur les données. Hein. Tu vois, j'ai parlé de l'argument empirique. Pour moi, c'est important. Le modèle, les données, c'est quoi? C'est la réalité, c'est les faits observés, quoi. Tu vois. Quand Mais même. en tout cas, attends, qu'est-ce que tu as dit? Je ne suis pas trop d'accord avec toi. J'ai dit qu'une théorie pouvait donner lieu à plusieurs Non, modèles. non, tu as dit un autre truc avant, C'est mais ça. je ne sais plus ce que c'est. Mais je ne suis pas. Euh, ouais, je ne sais plus. Je sais plus. Je crois me souvenir que tu disais, Béatrice, mais je pense que c'était juste par confusion, qu'un modèle était complexe. Hein. Ah Et oui, je- non, un modèle. Ah oui, oui. Moi, je pense qu'un modèle peut être très complexe. Oui, mais alors donne-moi des exemples, parce que moi, et notamment en sciences dures, etc., en quoi la qualité d'un modèle, justement, je pense aussi à Berthaus qui avait parlé de simplicité, qui a écrit un bouquin là-dessus, mais c'est assez marrant, justement, comment parler simplement des choses complexes, mais pas être complexe en tant que tel. Et comment et à quel type de modèle tu penses en disant qu'un modèle peut être très complexe? Excuse-moi, attends, j'espère que j'ai raccroché là. C'était Catherine du labo, alors du coup, Euh, en quoi un modèle peut être très complexe? Ben, je me dis que, comment dire, pour énormément de linguistes, si justement ils modélisent pas et qu'ils comprennent pas aussi la modélisation, je sais pas, pense à ce que fait Sylvain, etc., c'est justement parce que il y a une certaine complexité dans les modèles. Et qu'est-ce que tu appelles complexité? C'est en fait le modèle de Alors moi, Sylvain. j'ai nagé là-dedans, donc si tu veux, du coup, j'ai pas forcément une vue. Euh, mais il y a plein de linguistes qui ne comprennent rien à la modélisation. Donc, Et c'est complexe parce que c'est pas parce qu'ils comprennent pas que c'est complexe. oui, enfin bon. Et voilà, je veux dire, Euh, le modèle de non, mais Sylvain. ce que je veux dire, c'est que des analyses qualitatives de phrases, etc., tous les linguistes les comprennent et bon, ils seront pour, ils seront contre, ils trouveront ça pertinent ou pas. Alors que des pages entières de modélisation, enfin, je sais pas, si tu... C'est pas des pages entières, en général, il n'y a pas beaucoup de choses. Et c'est que ça soit Ah, difficile à comprendre pour des néophytes qui connaissent pas la formalisation, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire que c'est complexe. Je mais veux je sais dire, pas, la difficulté que les gens ont à lire un modèle issu de la grammaire de Montaigu, ce genre de choses. Pas Chomsky, hein. Chomsky, c'est pas très. Je sais pas s'il a vraiment une notion de modèle, en fait, parce qu'il formalise très peu. Mais mais je ne sais pas, moi je ne connais pas la grammaire de Montaigu, mais j'ai l'impression que là on parle de deux choses différentes. La difficulté d'accès à quelque chose et le fait que les faits qui sont présentés ne sont pas présentés de façon complexe. C'est dans un formalisme qui nous échappe parce qu'on n'est pas habitué à ce formalisme, etc. Mais c'est pas. oui, oui, ça, je suis d'accord qu'il y a le coût cognitif dû à la. Voilà. Mais dans un Et- modèle, tu peux à la fois représenter les objets, les relations entre les objets. Enfin, Mhm. tu vois ce que je veux dire? Tu peux aussi représenter le fait que les relations ne sont pas toutes au même niveau. Donc, tu peux modéliser une certaine complexité. Oui, mais c'est bien Sauf ce que que. le modèle devient illisible si tu n'es pas un grand spécialiste de cette Alors, façon de représenter euh, l'état de langue que tu veux, ou autre chose que tu veux. ouais, alors ce que tu disais là, sur le modèle où tu peux représenter des unités, des liens entre des unités, etc., etc. Donc ça, c'est vrai. Et tu peux avoir, et comme nous, en prosodie, bah, tu représentes différents degrés. Moi, je vous en ai Voilà. parlé d'un, mais différents niveaux de constituance. Tu représentes à la fois les segmentations, à la fois les constituants, Mm. à la fois les contours. Donc, tu peux t'y perdre. Mais l'idée euh, que que tu travailles sur différents niveaux, différents modules, je sais pas, différents niveaux de traitement, donc pour reprendre la syntaxe, les dépendances, les relations, etc., ça reste finalement, la manière de les décrire peut rester simple. Et mais là où indirectement, je pense, tu touches du doigt quelque chose de compliqué, c'est que, et ce que j'ai montré dans l'approche réitérative quand on fait la coupure en période, euh, c'est que le modèle ne se transforme pas, il doit, si possible, hein, rester élégant, en espèce de machine à gaz
où on va dire, ah tiens, là, on a oublié un truc, on va rajouter un type de relation. Donc, ça s'appelle des heuristiques, ça. Mm. Moi, un beau modèle. Ah, mais après, bon, Et ça se dit aussi d'une théorie, hein. La théorie doit être élégante. Enfin, tu vois. ouais, mais ça va, Euh, pour moi, ça va de soi pour la théorie. Ça va de soi. Je pense que pour les modèles, on tombe vite dans le piège des heuristiques un peu trop. Parce que, surtout quand on est dans l'implémentation, parce on veut que les systèmes y marchent, quoi. Tu vois? Alors, tu dirais qu'un modèle, c'est une représentation simplifiée d'une partie de la théorie, finalement. Non, Non, pas du tout. Oui. une représentation simplifiée des données, là, en l'occurrence pour la prosodie, telles qu'elles sont traitées, enfin, c'est ce que j'essaie de montrer, telles qu'elles sont traitées par l'auditeur. Et puis, simplement, celui qui fait le modèle, il va aussi essayer de voir ce on a dit dans là ou la théorie, voir, tu vois, pour pas partir complètement, parce que je dis c'est une approche inductive, mais quand même, donc ça veut dire qu'on n'a pas des hypothèses très serrées. On va dire ah, c'est vrai ou on teste c'est vrai ou c'est faux, mais on a des intuitions. Et ces intuitions, c'est quoi? C'est les intuitions du locuteur qui parle sa langue, qui la parle pas mal, etc. Mais c'est aussi les intuitions de ses lectures, de plein de choses. Donc la théorie peut l'aider à construire là où les théories construire ce modèle. Mais c'est tout. C'est juste c'est pas moi, oui, des aides pour partir, ni plus ni moins, quoi. Vous Euh, voulez rebondir là-dessus ou... Non, c'est bon. bon, bah écoutez, en tout cas, merci, Béatrice, Nous de m'avoir aussi. parlé. Nous aussi, on te remercie beaucoup. Et puis, j'espère que l'enregistrement a marché. S'il a marché, je te l'envoie, Anne, en priorité. D'accord. Ok, à très bientôt. À bientôt au laboratoire. Au revoir. Merci Anne, à bientôt.